Le sujet du chapitre 18, c'est la numérisation et la transmission d'informations sous le format numérique. Bon, l'idée, c'est que l'on transmet de plus en plus d'informations entre nous, et plus ça va, plus les informations que l'on transmet se font exclusivement sous la forme d'informations numériques. Donc ça vaut le coup de l'étudier d'un petit peu plus près. Alors, première chose impérative, c'est distinguer un signal analogique d'un signal numérique. Alors, un signal analogique est défini continuellement dans le temps. Hein, il prend tout un tas de valeurs qui sont définies à chaque instant, et toutes les valeurs prises par le signal, que ce soit une tension, une température ou autre, existent. Donc c'est vraiment là la définition d'un signal continu. Tandis qu'un signal numérique, il est discontinu. On va en reparler juste ensuite, mais le signal numérique, c'est une sorte de succession d'échantillons le plus fidèle possible, mais infidèle quoi qu'il arrive, par rapport au signal analogique de départ. Alors, pour numériser un signal, il faut bien passer du format analogique défini à chaque instant au format numérique défini seulement à certains instants. Et donc, il faut, à une certaine cadence, aller prélever des échantillons sur le signal analogique. Cette cadence s'appelle la fréquence d'échantillonnage. On peut aussi parler de période d'échantillonnage, et l'articulation entre la fréquence et la période se fait, comme vous le savez, depuis la classe de 3e. La fréquence est l'inverse de la période, et l'inverse de la fréquence, c'est la période. Une autre étape est nécessaire, c'est l'étape de quantification, qui vise à aller attribuer une valeur en ordonnée à un niveau atteint par le signal. La quantification peut se faire sur un nombre de niveaux choisi, et entre deux niveaux, il y a une quantité que l'on appelle le pas. Alors vous avez déjà entendu ce mot, le pas d'une vis par exemple, c'est la distance dont progresse la vis dans le matériau où on la place à chaque tour. Le pas de vis, c'est la quantité qu'on gagne quand on fait faire à la vis un tour. Eh bien le pas de quantification, qu'on appelle plus simplement le pas ici, c'est la distance, entre guillemets, hein, c'est l'écart de la quantité portée en ordonnée que l'on franchit quand on passe d'un niveau au niveau suivant. Et à chaque fois que l'on parle de niveau, on parle de niveau binaire. Donc dans l'exemple de la figure qui est à droite, on a décidé de coder le signal sur 3 bits, donc 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 8 entiers qui ne peuvent prendre que les valeurs 0 ou 1. Donc les informations n'auraient pu être codées que sur le bit 0, pardon, sur l'information 000 ou 001 ou 010, etc., etc., jusqu'à l'information 111. Toutes ces informations, qui sont donc au nombre de 8, ne sont pas suffisamment nombreuses pour rendre compte de toutes les nuances du signal de départ. Donc le signal de départ ne sera pas reproduit très fidèlement par rapport au signal. Le signal de départ ne sera pas reproduit très fidèlement quand on écoutera par exemple le signal numérique. Mais ça, c'est un défaut pour lequel on ne pourra pas grand-chose. La seule possibilité que l'on aurait, ce serait de décider de coder le signal de départ sur plus que 3 bits. En le codant sur plus que 3 bits, on pourrait réduire le pas, et en réduisant le pas, on augmenterait la fidélité du signal numérique par rapport au signal analogique de départ. Bon, cette idée est résumée dans l'encadré, rappelant que quand on fait l'étape de quantification, on perd définitivement des informations. Alors, pour poursuivre, on peut parler de la numérisation associée au cas précis des images. On se transmet beaucoup d'images les uns aux autres, et donc ça vaut le coup de s'y plonger un petit peu. Dans le système universel de transmission d'images, chaque pixel d'une image est en fait composé de 3 sous-pixels,
un rouge, un vert, un bleu, et chaque sous-pixel est codé sur 8 bits. 8 bits, ça s'appelle aussi un octet. 8 informations binaires de type 0 ou 1. Et donc, finalement, si chaque sous-pixel est codé sur 8 bits, il y a 256 nuances de rouge possible, 256 nuances de vert possible, 256 nuances de bleu possible, ce qui amène à 256 au cube nuances de couleurs possibles lors de la transmission d'images numériques dans le système universellement employé aujourd'hui par nos écrans et nos capteurs numériques, ce qui fait un peu plus de 16 millions de couleurs possibles, et c'est déjà beaucoup trop par rapport aux capacités de nos yeux. Quelques exemples de couleurs dont on a un petit peu parlé récemment. Si le sous-pixel rouge n'est pas allumé, le sous-pixel vert n'est pas allumé, le sous-pixel bleu n'est pas allumé, l'écran reste éteint et on a la sensation visuelle noire. Si le pixel rouge est parfaitement allumé, mais oui, le niveau 255 est en fait le 256e niveau, donc le dernier. Alors, si en plus le niveau vert, le sous-pixel vert est parfaitement allumé, et si en plus le sous-pixel bleu est parfaitement allumé, la sensation visuelle associée, ce sera du blanc. Et toutes les nuances intermédiaires sont possibles. Sur l'illustration suivante, je vous ai fait un grand nombre de nuances, permettant de comprendre comment se fait le passage du rouge au vert. Alors, je le dis, les quelques explications que je vais fournir là sont hors programme. Donc, les couleurs sont codées avec 3 informations. Une information qui concerne le rouge, une information qui concerne le vert, une information qui concerne le bleu. Donc, les 2 premières informations que vous voyez là concernent le rouge. Les 2 suivantes concernent le vert et les 2 dernières concernent le bleu. Et le langage employé pour communiquer avec les logiciels de graphisme, c'est le langage hexadécimal. Hexa, ça veut dire 6 et décimal, ça veut dire 10. Donc en fait, le système hexadécimal, c'est un système qui code sur une base 16. Pas une base 10, pas une base 2, mais une base 16. Donc en base 16, on a à disposition le 0, le 1, le 2, le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 10 n'est pas accessible. Le 10, c'est en fait l'association d'un 1 et d'un 0. Mais après le 9, on a à disposition le A, le B, le C, le D, le E, le F. De telle sorte que dans le système hexadécimal, avant de passer à l'information 1,0, on a l'information F. Dans le système décimal, avant de passer à 1,0, on a l'information 9, mais dans le système hexadécimal, on peut aller plus loin. Alors, appliqué aux couleurs, sachant que les 2 premières informations concernent le rouge, vous le voyez, la première information écrite qui concerne le rouge, c'était ici FF. Ça veut dire que la couleur rouge est parfaitement représentée. Elle est représentée à son niveau maximum. La couleur verte est représentée à son niveau minimum, la couleur bleue aussi. Donc, cette information, la première bande ici, elle est parfaitement rouge. La dernière est parfaitement verte. Et entre les deux, toutes les nuances sont envisageables. Avec des informations bizarres. Ici, le rouge est moyennement allumé, le vert l'est très nettement plus, et le bleu n'est pas du tout allumé. Ce qui donne 7 nuances de vert, impossible à qualifier avec un adjectif précis. La langue française est en fait plus pauvre que le langage hexadécimal appliqué à la synthèse des couleurs. Toutes ces informations doivent être stockées. Ce que l'on a vu ensemble, c'est le principe du stockage sur des disques optiques, alors, qui ont progressé au cours du temps, mais le principe de fonctionnement est toujours le même. De la lumière est envoyée sur un disque, et suivant que la lumière rencontre un plat, un creux ou un trottoir,
alors les informations transmises vont être différentes. La flèche que j'ai représentée, c'est le sens de lecture par une diode laser du disque optique. Première situation, de la lumière est envoyée. Cette lumière rencontre un plat, est réfléchie. Pas de changement constaté. Donc tant qu'il n'y a pas de changement, le logiciel d'interprétation de la lumière reçue convertit les informations en 0. Plus tard, la lumière rencontre un creux et rencontre continuellement un creux. Pas de changement constaté. Les informations transmises sont une nouvelle fois de plus un 0, des 0. Mais si, épisodiquement, lors de la lecture, un trottoir apparaît, que ce soit un trottoir descendant ou un trottoir ascendant, peu importe, on passe d'une situation où l'intensité lumineuse était constante à une situation où l'intensité lumineuse diminue par interférence destructive. Je pense que c'est assez bien représenté, le cas des interférences destructives sur cette illustration. Eh bien, ce changement de luminosité est codé par un 1. Et, au bilan, la lecture de ce disque optique se convertit en une succession de 0, de 1, et ça permet de reconstituer un signal. La limitation des disques optiques, c'est la limitation due à un phénomène que l'on a étudié un petit peu plus tôt dans l'année, c'est le phénomène de diffraction. La tâche que l'on envoie sur le disque n'est pas ponctuelle. Quand on ne savait fabriquer que des lasers rouges, la tâche était assez large. Puis on a progressé jusqu'à aboutir aujourd'hui à des lasers de couleur bleu-violette, ce qui permet d'avoir des tâches de diffraction extrêmement réduites et donc des distances entre les informations gravées sur le disque optique extrêmement réduites. Et vous voyez qu'en fait, entre le CD et le Blu-ray, on a une capacité de stockage qui a été multipliée environ par 30. Il y a un sujet qui intéresse beaucoup les personnes qui cherchent à transmettre des informations, c'est le débit, le rythme auquel on peut les transmettre. Alors, j'ai distingué deux types de propagation, je vais passer assez rapidement, ce n'est pas le plus important. Le plus important ici, c'est la notion de débit. Donc, on sait que l'on a à transmettre un certain nombre d'informations binaires, une succession de 0 ou de 1. On sait que l'on a un certain temps pour transmettre ces informations. Il apparaît naturel de définir la notion de débit. Alors là, ce n'est pas un débit de liquide à travers un tuyau d'arrosage, c'est un débit d'informations binaires, des bits, au cours du temps, à travers une fibre optique ou un câble coaxial ou n'importe quel système de propagation de signaux numériques. Alors, tous les multiples ou sous-multiples du bit par seconde sont accessibles. J'ai fait juste une petite remarque. Officiellement, comme on travaille en base 2, on ne devrait pas utiliser les préfixes associés à la base 10. Déca, kilo, méga, giga, etc. On devrait associer les préfixes relatifs à la base 2, qui sont des préfixes un peu moins naturels, dont la définition est aussi un peu moins naturelle, mais ce serait plus rigoureux de le faire. Il faut reconnaître une chose, c'est que dans le langage courant, on parle bien de mégabits, de kilobits, de gigabits par seconde, ce qui est un petit peu abusif, mais qui permet, comme tout le monde est habitué aujourd'hui sur Terre à travailler en base 10, ça permet quand même de transmettre la même idée avec une grande efficacité. Et puis une dernière notion est importante à avoir en tête, c'est l'idée suivant laquelle quand on transmet un signal, de toute façon le signal va être atténué. On n'y peut rien, un signal subit de l'atténuation. Quand on transmet des signaux analogiques, aussi, quand vous parlez, alors le son que vous émettez se disperse dans l'air environnant et quelqu'un qui est situé à 30 km de vous ne vous entendra pas. Donc, les signaux analogiques en étant transmis sont atténués, les signaux numériques en étant transmis sont aussi atténués. Et l'atténuation, c'est associé à une définition qui
va en fait utiliser de nouveau la fonction logarithme décimal, une fonction qui n'est pas intuitive, donc il faudra faire attention à l'interprétation que l'on fera de la notion d'atténuation. Et cette notion de logarithme décimal est associée à un rapport. La partie qui est dans la parenthèse du logarithme décimal est sans unité. Et ce rapport, il est toujours plus grand que 1. La puissance à laquelle on émet un signal est toujours supérieure à la puissance à laquelle on reçoit le signal. Si le rapport est plus grand que 1, alors le logarithme est supérieur à 0 et donc une atténuation est toujours positive. Et l'atténuation s'exprime en décibels. On est aussi souvent amené, pour qualifier la qualité à transmettre d'un matériau, à parler de coefficient d'atténuation. Le coefficient d'atténuation, c'est en fait l'atténuation rapportée à la longueur sur laquelle cette atténuation a lieu. Donc elle est en décibels par mètre. Et ça permet de distinguer les matériaux les uns par rapport aux autres. Quand une fibre optique connaît une atténuation de l'ordre de 10 millièmes de décibels par mètre, les câbles coaxiaux, les câbles en cuivre ou en métaux que l'on utilisait avant et que l'on utilise encore dans certains immeubles pour transmettre des informations, ont un coefficient d'atténuation linéique environ 1000 fois supérieur à la fibre optique. Et donc vous comprendrez qu'ils sont beaucoup moins efficaces dans la transmission sur de longues distances de signaux numériques. En pratique, lorsqu'on cherche à faire traverser les océans à un signal numérique, aujourd'hui, l'ensemble des océans sur Terre sont parcourus dans leur fond par un très grand nombre de câbles, j'aurais dû dire de tuyaux, entre guillemets, qui contiennent des fibres optiques. Et bien quand on cherche à faire ça sur des kilomètres et des kilomètres, il faut de toute façon réamplifier les signaux. Donc au milieu des océans, il y a des petits boîtiers amplificateurs de signaux qui sont des sortes de ravitaillement pour les signaux, où électriquement on les dope un petit peu pour être sûr qu'ils franchissent une nouvelle étape de 100 ou 200 km, puis ils sont réamplifiés, ils refranchissent une étape de 100 ou 200 km, etc. etc. Mais l'atténuation est un phénomène qui pollue toute transmission, et donc pour y remédier, on est obligé de réamplifier les signaux. Voilà pour l'essentiel concernant ce chapitre 18.